Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau résumé d'animé. Aujourd'hui, on va traiter d'une série qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, j'ai extrêmement aimé la série. Je pense que pour beaucoup, quand j'ai lancé l'épisode 1, on s'attendait pas du tout à ce que ça soit comme ça par la suite. Aujourd'hui, je vous présente les deux saisons d'une romance qui aujourd'hui fait partie des meilleures que je considère à titre purement personnel comme l'une des meilleures jamais écrites. Elle a évidemment son lot de critiques, hein, ça semble logique, mais aujourd'hui on parle du studio Shinai Animation et de The Danger in My Heart. Voilà, ça va être trop bien. Donc les deux saisons de la série animée, vous êtes peut-être pas passé à côté du fait qu'il y a un film récapitulatif qui est prévu, pas 2025 pour l'instant, pas de date, mais je pense qu'on en saura plus cette année concernant ce film, qui est censé aussi, en plus de récapituler les deux saisons de la série, apporter d'autres trucs supplémentaires. Est-ce que ce sera canon? Est-ce que ce sera quelque chose de complètement original? En tout cas, vous allez pouvoir découvrir les aventures, ou les mésaventures, en fonction des événements, de Kyotaro et de Yamada. J'espère que ça va vous plaire. De toute façon, le format, vous le connaissez, mais une romance, c'est autre chose à traiter. Et j'ai été, je pense, assez loin en profondeur concernant les personnages, puisque c'est une série qui aborde pas mal de sujets assez dark, assez complexe, et surtout extrêmement touchant. Si cette série ne vous a pas touché en plein cœur, c'est que vous avez tout simplement, c'est que vous n'êtes pas rentré dedans. C'est que vous n'êtes pas suffisamment impliqué envers les personnages, c'est que vous n'avez pas compris le message de la série. Et je vous en voudrais pas, ça se peut que vous ayez peut-être pas accroché au délire, c'est dans votre bon droit, bien sûr, hein, personne n'a le droit de vous dicter vos goûts, c'est vous que ça concerne. Mais en tout cas, bon visionnage à tous, et profitez bien. Ichikawa Kyotaro est un jeune collégien renfermé et pas bien dans sa tête, socialement en difficulté pour parler avec ses camarades de classe. Il s'imagine devoir commettre le crime ultime, tuer la plus belle fille de sa classe, Anna Yamada. Enfin, ça c'est seulement dans sa tête. Arrivé à la bibliothèque, son seul lieu de refuge, il y trouve par surprise Yamada, en train de grignoter des onigiri et y faire un devoir. Dans un premier temps, le garçon va observer la situation avant que celle-ci lui refile son paquet de chips vide et ne se retourne en classe. De retour là-bas, Kyotaro entend de loin que ses amis refusent de prendre le travail qu'elle a fait pour les exposer, ce qui va évidemment énerver le jeune homme qu'il a observé se démener à faire ce devoir. Retournant s'asseoir et étant à son tour, il remarque, sans en être sûr, qu'elle s'apprête à pleurer, sûrement de déception, et veut détourner le regard de ses camarades, allant jusqu'à déchirer l'affiche qu'il avait fait à coups de cutter. Le jour suivant, Yamada est toujours à la biblio, quand une autre élève arrive. Il s'agit de Hara, une autre camarade, rejointe très vite par son crush Kanzaki, avant que Yamada ne se sente de trop, comprenant un peu tard qu'elle dérange les deux, avec Ishikawa qui écoutait, caché derrière les étagères. L'ayant cramé, Yamada joue le jeu et le cache avant que les deux ne quittent la pièce. C'est une fin de journée où, après avoir entendu que Yamada est un top modèle apparaissant dans un nouveau numéro du magazine Ciel, qu'il se rend à un combini où il la croise tout en restant en retrait pour évaluer la situation à nouveau, et évidemment par curiosité, acheter ce dernier. Trouvant cela ridicule de s'intéresser à des choses si futiles et à son ennemi qu'il s'est créé lui-même, il le jette avant de se raviser et de le laisser au pied de son lit. Le lendemain, comme à son habitude en vélo, il la croise en train de se faire draguer, ce qui ne va pas lui plaire du tout. Voyant le senpai trop insistant, il n'hésite pas pour détourner la situation à lancer son vélo droit devant lui dans la descente avant que ce dernier ne s'envole et finisse dans la rivière. Pensant avoir mal réagi et que Yamada trouve ça répugnant, la jeune fille lui tend un sourire, le trouvant plutôt cool, ce qui va pour la première fois de sa vie
illuminer son monde pourtant morose. Il y a plein d'autres moments assez touchants dans cet début de série, mais je trouve que ce moment-là en particulier est quand même révélateur de ce que la série cherche réellement à exploiter et à expliquer et à montrer. Je trouve, sincèrement, vous me direz, mais si des gens n'ont déjà pas fait l'effort d'aller jusque-là, ou n'ont pas réussi, parce que ça se pourrait que vous n'ayez pas voulu aller jusqu'au bout, soit par manque de temps ou pour X ou Y raison, si à ce moment précis vous avez déjà pas réussi à apprécier globalement la série ou pas rentrer dedans, vous ne rentrerez tout simplement pas dedans en fait. L'été et la chaleur arrivant, et par curiosité pour cette dernière, Kyotaro va continuer de l'observer, vacant à ses occupations de continuer à manger à la bibliothèque et être aux côtés de ses amis. Mais la fête du collège arrive et leur classe prépare une maison hantée. Faisant une chose de travers, une tension se lève dans la classe avec un de ses camarades avant que Hara ne calme la situation et que le festival commence. C'est dans un atelier représentant la carte de la ville que Ishikawa, suivant le groupe de la jeune fille, se perd et la retrouve voulant échapper au senpai qui continue de la draguer. C'est voyant qu'ils n'habitent pas si loin de l'un de l'autre que le jeune garçon commence à ressentir des choses bizarres, se clôturant par une photo et un malentendu de plus que pourtant il n'effacera jamais. Se sentant mal, il se rend à l'infirmerie où il y retrouve Yamada qui avait mangé trop de sucreries, qui va lui donner un médicament. En partant, elle oublie son pull de sport qu'il ne pourra lui rendre que plus tard, avant qu'on fasse face à une situation ridicule où le garçon qui l'avait menacé, Adachi, lui demande de donner son numéro à Yamada, ayant remarqué que Kyotaro était plutôt proche d'elle. Évidemment, il ne le fera pas en donnant en contrepartie un dessin qu'il a fait à la jeune fille. Arrivé en cours de sport, faisant du basket, Kyotaro, à part comme à son habitude, remarque que Yamada le fixe, avant qu'elle ne prenne par inadvertance le ballon dans le visage, et que son nez ne se mette à saigner. L'ayant suivi jusqu'à l'infirmerie, mais ne voulant pas se faire remarquer, Ishikawa se cache et assiste à l'appel téléphonique entre Yamada et sa mère, où celle-ci demande pardon, les yeux en larmes, faisant prendre conscience à tous les spectateurs que Yamada est une fille, tout ce qu'il y a de plus normal, qu'elle fait des erreurs et qui est loin d'être parfaite. C'est ainsi que Kyotaro, en apercevant le porte-carte tombé au sol, avec le dessin qu'il a fait dedans, comprend qu'il est tombé amoureux. C'est ce que j'aime particulièrement dans les personnages de cette série, c'est à quel point on est surpris du développement que ça amène au fur et à mesure des épisodes. C'est pas juste gnangnan, c'est pas juste à l'eau de rose, c'est pas juste cucu la praline. Les personnages sont bien plus complexes qu'il n'y paraît et je trouve ça vraiment extrêmement intéressant, extrêmement touchant et de la manière dont Kyo évolue, de la manière dont il se rend compte de lui-même qu'il est amoureux de Yamada, même si il va falloir attendre encore un petit moment avant que ça évolue encore, mais c'est le point d'accroche de quelque chose, même si ça montait déjà crescendo avant, mais ce moment précis, je veux dire, il l'avoue de lui-même, être amoureux de Yamada. Donc, c'est un premier point. Ensuite, comment les différents pieux vont être accrochés à la corde après, continuons, en fait. Voyons ce qui va arriver plus tard. Le lendemain, revenue avec le nez caché par un bandage, elle se fait accueillir à la biblio par plein de paquets de mouchoirs qu'elle prend pour une affection de sa part, prenant son paquet de chips comme si de rien n'était. La fille qui lui a lancé le ballon, ne trouvant pas le bon moment pour s'excuser, finit par le faire, poussée par Serena qui passe son temps à la sermonner. Poussé par une envie quelconque, Yamada en fin de journée monta sur le vélo de Kyotaro afin de se faire ramener jusqu'à la gare, lui ayant offert un papico en remerciement. Après un sermon de leur professeur sur l'interdiction de manger des sucreries au sein de l'école, Kyotaro est amené par sa sœur Kana au fast-food où il y croise Yamada et son groupe d'amis qui ne ratera pas une occasion d'aller lui causer de mots dans la file d'attente. Une sortie scolaire va bientôt avoir lieu et il faut former des groupes. Les garçons voulant évidemment faire partie du groupe de Yamada et des filles se battent pour avoir la place. C'est finalement Kyo et Adachi qui gagnent, là où Kanzaki et Ota rejoignent le groupe de Hara.
En fin de journée et toujours caché derrière ses étagères, Kyo assiste à une discussion passionnée entre Hara et Yamada qui parle de Kanzaki, qui a invité cette dernière en date malgré que celle-ci ne se sente pas à l'aise dans sa peau et que Yamada ne l'aide à aller mieux. Le soir même, la pluie s'invite où Yamada pique l'imperméable de Kyo pour aller acheter un parapluie. C'est en la rattrapant pour lui donner son sac où se trouve son porte-monnaie que Kyo constate qu'elle a bien un parapluie, mais celle-ci se rattrape en disant qu'il est cassé. La voyant partir, il l'ouvre, voyant que celui-ci fonctionne pourtant parfaitement, avant qu'elle ne revienne et que Kyo, sous la pluie, ne crie assez fort pour se faire entendre, parlant évidemment de Chocomante, voyons. Jour de sortie, le groupe se renda dans la maison d'édition Akita Shoten, où Kyo fut en émerveillement devant les pages originales de Baki, son manga préféré. Allez, pour vous, c'est gratuit, une petite anecdote concernant The Danger in My Heart. Si jamais vous n'avez pas vu passer cette information, ce n'est pas pour rien que dans cette scène, les élèves de la classe se rendent chez les éditions Akita Shoten, puisque le manga lui-même, The Danger in My Heart, est prépublié chez le Weekly Shonen Champion, qui fait partie de la maison d'édition Akita Shoten. Tout simplement, est-ce que l'auteur n'a pas voulu également faire une référence à son manga préféré dans ce même magazine, Baki? Je pense que c'est volontaire. Voilà, peut-être que Norio Sakurai, l'auteur ou autrice, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, hein, je mettrai peut-être au montage si je me suis trompé, ou en tout cas si c'est bien l'un ou l'autre, est peut-être fan de Baki, et l'a retranscrit à travers Kyotaro. Moi je dis ça, mais voilà, c'était pour vous, c'est gratos. Après qu'Adachi ait encore tout gâché, c'est déjà la fin de journée, et il faut repartir direction la gare pour prendre le train. Et oui, c'est logique. Voulant s'arrêter aux toilettes, Yamada l'attend, mais n'a pas mis au courant le reste du groupe qui ne les a pas attendus. Résultat, ils loupèrent leur train. Prenant le suivant, Yamada, voulant s'excuser, va bien rester accroché à son sac jusqu'à l'arrivée devant le collège où leurs camarades les attendaient. Le lendemain à la biblio, Yamada, voulant avoir l'avis de Kyo sur le manga de romance qu'elle lui a prêté, vient l'embêter un peu, mais celui-ci, embarrassé de lire ça à l'école, lit plutôt ses romans d'horreur dont il a l'habitude. Adachi va être l'un des premiers à s'intéresser à lui, et surtout à sa relation avec Yamada, dont il est lui aussi amoureux. Pourtant Kyo n'en dira pas plus, étant un peu jaloux au fond de lui par sa franchise et sa façon de voir Yamada. C'est sous un soleil couchant, et avec pourtant maintenant affiché au tableau un panneau interdisant de manger des friandises au sein de la bibliothèque, que Kyo admire Yamada, en se disant qu'elle ne changera jamais. Après une bonne séance de sport, sans faire exprès, Ishikawa et Yamada échangent leurs pulls. Cela devra attendre la pause déjeuner avant que l'erreur soit rectifiée, étant passé proche de l'Armageddon. Le jour des changements de place est arrivé et Yamada se retrouve tout devant avec à sa gauche Adachi, derrière elle Hara et à côté Kyotaro. Ne voyant rien à cause de la grande taille de Yamada, un malentendu éclate où Yamada, jalouse, pense qu'il veut se rapprocher de Hara. Finalement, un malentendu en amenant un autre, la situation finit par être réglée et les places sont inversées entre les garçons et les filles. Yamada étant modèle, mais passant aussi à la télévision dans des émissions, touche 2 mots à Kyo sur un rôle qu'elle aura dans un film au cinéma, qu'il ira voir, si possible, quand il sortira. C'est par plus de curiosité que la journée se boucle avec Kyo regardant une émission où passe Yamada, où petit à petit, il s'intéresse à elle et ses hobbies. La fin d'année scolaire est proche, quand dans les couloirs de l'école, Yamada et sa maman, ainsi que celle de Kyotaro, sont assis à côté de l'autre pour les rencontres parents-professeurs. Yamada en profite gênée pour se présenter et dire qu'elle est une amie de Kyo, ce à quoi elle répondra très heureuse pour son fils qu'elle continue de le soutenir et de lui tenir compagnie. Un jour de pluie, Kyo à vélo raccompagne Yamada à la gare complètement trempé, ce qui fait que logiquement le lendemain, il se rendit vite compte avoir chopé la crève. Revenant de la supérette, il croise Yamada qui était passé chez lui pour voir son état, qui finit par l'inviter à rester, avant de s'effondrer au sol de sa chambre et que Yamada ne l'aide à se mettre au lit. Le lendemain, il retourna en cours pensant que ce qu'il avait vu n'était peut-être que le fruit de son imagination. Ayant du mal à parler avec les autres, Yamada, en pleine classe, va vouloir demander à Kyo et aux autres élèves de sa classe de partager son line.
mais est coupé l'herbe sous le pied par Sekine qui prend de court les deux et lui pique son numéro en première, ce qui va évidemment agacer Yamada dans un premier temps. Kyo comprendra un peu tard ce que Yamada voulait faire, mais se révélera jaloux tout comme elle quand les filles la pousseront à obtenir ceux des autres garçons. Continuée d'être rapprochée par le senpai qui veut inviter Yamada et son groupe d'amis, la jeune fille ne veut pas y aller, et c'est lors d'une discussion à la biblio que les choses basculent. Collé contre la pile de livres par Yamada, pile au moment où le senpai arrivait, Ishikawa en déduisit qu'il n'est qu'un faire-valoir et que Yamada s'est servi de lui. À partir de ce moment, il va se fermer complètement et ne plus du tout lui parler et encore moins la regarder, et ce pendant plusieurs jours. Au bout d'un moment, celle-ci va le rattraper et lui tirer les vers du nez. Mais malgré ça, il a l'intention de rester froid. Pourtant, tentant d'esquiver vaguement les questions de Yamada, c'est en partant qu'il se rend compte qu'elle pleure. Se retournant et la voyant dans cet état, il comprend enfin qu'elle n'a jamais eu de mauvaises intentions, et que c'est lui, en se fermant, au lieu d'en discuter, qui lui a fait du mal, n'ayant jamais clairement exprimé ses envies et s'étant toujours conforté dans sa bulle. C'est dans un recoin d'un escalier que les deux se réconcilièrent dans les bras de l'autre, et que le lendemain, elle n'obtienne enfin son line. Je vais donner l'impression de me répéter, mais c'est ce que j'aime particulièrement chez ces personnages. C'est ce côté, à la fois, je veux t'apprendre à plus te connaître, je veux me rapprocher de toi, mais il y a aussi ce côté un peu dérangeant, ce côté où ils ont peur que leur relation spéciale ne se fasse connaître des autres élèves. Donc il y a cette petite distance qu'il y a entre les deux, mais une fois en fait qu'ils ont ce déclic, que Kyotaro par exemple a dans cette scène-là, où il comprend après 1000 ans, après avoir convergé, en fait ce que Yamada voulait, elle voulait son numéro de téléphone, et il se rend compte qu'il a gaffé du coup en laissant Sekine lui voler son line en premier en fait. Et j'adore ça, ça donne l'impression d'être cucul à praline, mais j'adore à quel point on rentre dans la psyché des personnages, et que c'est pas juste chiant ou cucu pour rien, tu vois. On doit s'imprégner du personnage, on doit rentrer dans sa psyché, on doit essayer de comprendre ce qu'il veut, et ça donne pas l'impression d'être forcé, ça donne pas l'impression que la scène essaye de te faire comprendre et te pointer du doigt en mode hey, t'as compris, si t'as pas aimé, connard, t'as pas aimé. Non, la série ne te force pas du tout à essayer d'apprécier. Si t'es pas entré dedans, t'es pas entré dedans. Noël est arrivé, et ayant l'intention de lui rendre ses mangas, il se donne rendez-vous. Pourtant, cela partit rapidement en rencard improvisé, où ils se posèrent dans un café pour déguster des pâtisseries. Après une scène de ménage, c'est le coup classique des boutiques de vêtements, où Yamada, curieuse de connaître le goût du garçon, lui demanda de choisir des robes, avant que celui-ci, ne voyant au loin sa grande sœur, ne veuille se cacher. Une fois de plus, après une scène gênante au possible pour les deux collégiens, la soirée tombe, et les deux, sous les lumières des décorations, rentrèrent chez eux lentement, main dans la main, avant de se quitter. Arrivé chez leurs grands-parents pour les fêtes de fin d'année avec sa sœur Kana, Kyo partit se balader afin de prendre de jolies photos des paysages enneigés, mais sans faire attention, glissa au bord d'un sentier. Au bout d'un moment, sa sœur le retrouva, mais celui-ci s'était cassé le bras. Dans la nuit, Yamada, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, apprit la douloureuse et l'appela sous la panique, et ils passèrent un moment au téléphone. En rentrant plus tôt que prévu, il acheta un souvenir pour Yamada qu'il croisa par hasard en train de promener son chien et lui donna le cadeau, tandis qu'elle lui offrit l'écharpe qu'il voulait lui rendre. Le soir du Nouvel An, dans une supérette, il croisa par hasard le senpai et se fit inviter par celui-ci pour discuter, et y retrouva Sekine. Insistant sur son refus de lui donner le numéro de Yamada, la jeune fille l'aida afin de partir ensemble, ce qui lui donna une toute nouvelle image d'elle, qui s'est bien rendu compte que les deux loustiques sont amoureux l'un de l'autre. Et l'année se clôtura. Comme tout bon japonais qui se respecte, Kyo et sa famille se rendit au temple et y croisa par hasard Yamada, qui après leur prière d'une nouvelle année pleine de rebondissements, l'invita à venir manger chez eux et d'y rester un bon petit moment. Kana remercia Yamada de veiller sur son petit frère, tout en se faisant une amie avant de partir.
Restant un peu avec lui, Yamada jeta un œil sur ses albums photos avant de tomber sur le magazine Ciel que Kyo avait gardé et de se faire plaquer contre le lit. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne se relève en trombe et ne parte embarrassée par ce qu'il vient d'arriver. Le lendemain, il retourna à l'école, le bras encore sous son attelle, et se fit accueillir par la jeune fille qui souhaite l'aider. Dans l'ombre du bâtiment, Kyo avoua enfin à Yamada et pour la première fois à quelqu'un que venir à l'école, se lever chaque matin et de faire le trajet n'est plus aussi pénible qu'avant. Que maintenant, il a envie d'y aller pour la voir, elle et ses camarades. C'est une lumière qui s'est allumée en lui, au bord des larmes, dans les bras de la jeune fille qu'il aime. Kyo, de retour à l'école avec son bras toujours blessé, galère à suivre les cours, mais refuse l'aide de Yamada, pourtant recommandée par son professeur, voyant qu'ils sont assez proches, ce qui va évidemment la vexer. Pourtant, en journée, Adachi va remettre ses notes à Kyo, comprenant qu'il s'agissait d'une demande de Yamada, qui, ne sachant pas bien écrire, a demandé au garçon de le faire à sa place. C'est sous le soleil couchant de la fin des cours que Kyotaro va demander pardon à Yamada, avant de rentrer ensemble. Le lendemain, il semblerait que le jeune homme se soit bien rapproché de ses camarades, qui reluquent un nouveau numéro de Ciel où apparaît Yamada, et se montre assez ferme et chelou. Pourtant, le soir venu, est parti l'acheter avec elle dans un combini, s'intéressant un peu plus à ses loisirs, qui semblent lui plaire énormément. Après un atelier cuisine où tout ne se passe pas comme prévu comme à chaque fois et où Hara se rend bien compte qu'il se passe quelque chose entre Kyotaro et Yamada, dans la bibliothèque, le garçon fait la bêtise de raconter et de montrer la photo qu'il a prise au moment de tomber et de se casser le bras à Yamada, qui va se mettre à culpabiliser, étant celle qui lui a demandé de prendre des photos des paysages enneigés. De retour en classe, Yamada, distraite et triste, se rend compte qu'elle a perdu le porte-clés en forme de Shiba que Kyo lui a offert, tandis que les cours sont annulés au moment pour cause de chute abondante de neige. À l'entrée, Kyo, ayant été mis au courant de la situation, part chercher l'objet et est guidé par ses kinés sur l'endroit où chercher avant de rattraper une Yamada en panique et au bord des larmes. La réconfortant que l'objet disparu restera dans sa mémoire, bien que gravement déçu et triste par sa disparition, c'est en levant les yeux qu'accroché à une branche d'arbre, le porte-clés est retrouvé. Trempé par la neige, Yamada, habitant dans les bâtiments juste à côté, invite Kyo pour se sécher. Mais celui-ci, étant pour la première fois chez une fille, n'arrive pas à se détendre. Pourtant, Yamada, parfaitement calme, lui propose de manger une fondue et en profite pour lui montrer ses propres albums photos d'époque. Voyant un piano dans la pièce, Yamada s'expose encore un peu plus sur sa personnalité et ses envies. Elle a toujours été une petite fille qui abandonnait très vite toutes ses activités et a des parents très compréhensifs et protecteurs qui la soutiennent malgré tout à chaque fois. Kyo prend conscience à travers ça que Yamada est une fille comme les autres, qui a ses propres problèmes, et recommence à s'en vouloir de l'avoir ignorée la dernière fois, et s'excuse à son tour, la prenant dans ses bras pour la réconforter. C'est, je trouve, l'une des romances qui s'est quand même le plus dévoilée à ce sujet-là. On a très peu de héros qui prennent assez souvent, même en dehors d'être en couple, l'héroïne ou le personnage auquel ils sont tombés amoureux rapidement dans ses bras comme ça, de façon réconfortante et tout. Il y a ce côté tactile que j'aime aussi particulièrement dans The Danger in My Heart, en dehors évidemment de tous les dramas du manga à côté et des chapitres bien spécifiques que je mentionnais en intro et que je mentionnerai plus tard aussi en outro. Mais j'aime beaucoup que ça soit que à nouveau, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est pas forcé. C'est juste mignon, en fait. C'est mignon sans être cucu, mais c'est mignon sans être gênant. Tu vois ? Ça se suffit largement. La scène, elle est hyper touchante. Tu comprends ce que les personnages essayent de te dire sans que tu aies besoin de tergiverser 30 000 ans dans ta tête. Et j'adore ça, putain. Une œuvre qui ne se prend pas la tête. Un câlin, un réconfort, une petite scène touchante, les putains de musique qui vont parfaitement avec la situation, et tu as le cocktail parfait de la merveille.
Après ce moment touchant, Yamada se rend compte un peu tard que sa mère est sur le point de rentrer et doit cacher Ishikawa dans sa chambre et lui trouver une porte de sortie. En partant, les vêtements de Yamada encore sur lui, il croise un homme dans l'ascenseur avant de fuir à toutes jambes. Le lendemain, arrivé à l'école et le bras enfin guéri, il sent que quelque chose cloche. Il ne pense pas avoir attrapé froid, mais plutôt que sa voix est en train de muer, marquant le fait que le temps avance, qu'il grandit et s'approche à petits pas de l'âge adulte. Février, et c'est le moment de la Saint-Valentin, et sans en être sûr, Kyo est invitée, comme les amis de Yamada, chez elle, afin de concevoir des chocolats à offrir. Arrivant à l'entrée et remarqué directement par la mère de Yamada présente, Sekine sauve la situation en introduisant le garçon comme son petit ami, amenant à un malentendu. La fabrication des chocolats ne va pas être de tout repos pour Kyo qui pense clairement ne pas être le bienvenu et veut s'en aller. Arrivé à l'entrée, il s'excusa d'avoir menti avant de passer la porte et de se faire rattraper par la mère qui lui demande s'il est bien le Ishikawa dont parle souvent sa fille, avant que cette dernière n'arrive en trombe et gênée par la situation avant d'inviter le jeune homme à rester jusqu'au bout. Rentré dans le salon, c'est au tour du père de Yamada de faire son apparition, et malgré son côté flippant, d'aider les jeunes filles dans leur conception de chocolat, étant quelqu'un qui travaille dans la restauration. Ni une ni deux, Kyotaro reconnaît l'homme qu'il a croisé dans l'ascenseur, avant que celui-ci, bizarrement, ne lui propose de jouer à la console avec lui. Finalement très gentil, Kyo, assis au centre du canapé, se fait entourer par le reste de la famille avant que les chocolats ne soient terminés. Rentré chez lui dans la soirée, Yamada l'appelle et lui confie qu'après une discussion avec son père, celui-ci souhaiterait bien que Kyotaro revienne à la maison pour jouer à nouveau avec lui, l'ayant trouvé sympathique. En discussion dans le salon avec sa sœur, Kyo admet directement à celle-ci qu'il est fou amoureux de Yamada et qu'il aimerait énormément sortir avec elle. C'est le jour de la Saint-Valentin qu'il exprimera pour la toute première fois une envie, celle que Yamada ne donne pas de chocolat aux autres garçons. Après que Sekine ait distribué ses chocolats pour les garçons et que Adachi se soit fait de fausses idées la concernant, Yamada, ayant reçu pas mal de chocolat, en offre une grosse partie à Kyotaro. En rentrant à vélo et s'arrêtant dans une supérette, elle achète une pâtisserie en forme de cœur qu'elle finit également gênée par offrir, mais n'a finalement pas eu l'occasion ni le courage de lui donner le gâteau qu'elle a fait elle-même. Le soir venu et passant à côté de chez lui pour balader son chien, la jeune fille l'appelle pour aller se balader et en profite enfin pour le lui donner. Kyo, pensant qu'il s'agit d'un chocolat d'amitié, Yamada le prend de court en réfutant cette affirmation et le laissant imaginer ce qu'il veut. Pensant avoir à nouveau tout gâché, Yamada, au bord des larmes, est réconforté par Ishikawa par un câlin qu'ils connaissent maintenant si bien. On parle beaucoup de la série en elle-même et des thématiques qu'elle arbore, mais on en parle de l'animation et de la mise en scène. Mais les gars, c'est complètement dinguissime. Vraiment, Shinei sur cette série a fait une folie. Vraiment, c'est absolument magnifique visuellement. Encore une fois, raison pour laquelle j'aime cette romance plus que les autres. Ils ont tout défoncé avec les visuels de cette série. Vraiment, le moindre jeu de lumière sous le soleil couchant ou dans un recoin d'un bâtiment ou dans le recoin d'un escalier, tout est merveilleux à voir. Tout est agréable. T'es pas là en mode, il y a un plan moche en fait. Il y a certainement dû y en avoir. Évidemment, c'est pas parfait. Mais j'applaudis le travail fourni par Hiroaki Akagi et les équipes de Shinei Animation. Et franchement, je pleure sur le poulet. Vraiment, tout est là. Le cocktail, il est là, il est délicieux, à toutes les sauces. Scénaristiques, visuelles, musicales, audio avec le jeu des seiyuu. Et j'aurais évidemment supposé, et j'ajouterais peut-être une petite phrase au-dessus, si la VF m'a fait ressentir les mêmes émotions. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que la VF m'a fait ressentir les mêmes émotions? Oui? Non? Voilà, vous aurez eu mon avis. Mais globalement, le cocktail, il est succulent, hein, vraiment. Merci beaucoup pour ça. Le lendemain, c'est évidemment le malaise quand des bruits de couloir sous-entendent qu'une fille, et en l'occurrence Yamada, a offert du chocolat à quelqu'un. En fin de journée, voulant avoir des conseils en amour, Adachi traîne Ishikawa avec lui et tombe sur le senpai qui n'apprécie pas trop. Ce dernier raconte n'importe quoi à Adachi, ne connaissant finalement rien à ce qu'est l'amour,
quand Yamada arriva et emmena Kyo avec elle. Yamada veut aller au cinéma et ne sait pas trop comment tirer Kyo là-dedans. Étrangement, c'est le jeune homme qui prend l'initiative de l'inviter. En chemin et sans faire exprès, il s'arrête à un stand de yakitori avant de tomber sur Kana, sa sœur, qui y travaille. Ne voulant pas faire passer cette sortie pour un rencard, Kyo essaye de rester discret, mais sa sœur veille au grain et soutient du mieux qu'elle peut son jeune frère. Sorti du film, Kyo s'est fait la réflexion qu'il veut en savoir encore plus sur elle, et Yamada l'invite donc le lendemain à la rejoindre sur une séance photo afin de l'observer dans son travail. Arrivé sur place, il la voit de loin et se dit qu'il n'a pas sa place dans ce monde totalement différent, que Yamada et lui ne vivent pas dans le même monde. Rattrapée par cette dernière, l'ayant aperçue, elle confirme aimer ce qu'elle fait, sans pour autant devenir quelqu'un d'autre. Qu'au fond d'elle, elle aimerait bien être quelqu'un de normal, que Kyo comprend assez vite, que si Yamada abandonnait tout, il la verrait plus souvent, elle redeviendrait une jeune fille lambda. Mais il remballa son égoïsme et la ramena à son lieu de travail, y retrouvant son manager Suwa Yuki, qui au premier coup d'œil pense que Kyo est le petit ami de Yamada. Pourtant le jeune homme réfute directement, ce qui lui fait comprendre et dire à ce dernier qu'il a un énorme complexe d'infériorité, ne se sentant pas à sa place à ses côtés. Mais que pourtant, il continuera à la soutenir dans ce qu'elle aime. C'est la fin de l'année scolaire, oui encore, et les dernières années s'apprêtent à partir. Comme le veut la tradition dans les écoles japonaises, un élève représentant désigné par un professeur prononcera un discours. Sauf que c'est à Kyo qu'on demande. Complètement paniqué, il accepte de le faire à contre-cœur, mais ne s'en sent pas capable pour autant. Encouragé par Yamada, il se motive à faire un effort et demande même à sa mère de l'argent pour aller se faire couper les cheveux. Le jour J, pensant être prêt, il oublie la feuille du discours et appelle sa sœur à l'aide. Malgré tout, il n'a pas le choix de monter sur scène et de ne penser qu'à lui, et seulement à lui. C'est face aux élèves qu'il prononça un discours clair et envoûtant que tout le monde écoutera avec une grande attention, à tel point qu'une fois fini, il s'effondrera après que la pression se soit relâchée. Encore un attrait de Kyotaro que j'adore personnellement, c'est qu'il a ses phases intérieures quand il parle à lui-même et sa propre incarnation. Un espèce de Kyotaro sûr de lui, un Kyotaro qui essaye de le pousser à dévoiler ses sentiments, à s'ouvrir encore un peu plus. Ce côté dramatique du Kyotaro, tu vois, le Kyotaro bien beau, bien joli, la représentation du manga de romance, évidemment. Hein, c'est à la fois lui et aussi le personnage du manga de romance idéal, hein, le héros idéal, le héros d'une comédie romantique des plus classiques, des plus clichés, et qui le met devant le fait accompli qu'il ne doit penser qu'à lui, et dans d'autres situations, qui le met devant les faits qui fait de la merde. Quand il fait de la merde, il apparaît. Quand il fait pas de la merde ou quand il est pas assez incisif sur lui-même, il est toujours là pour lui donner des conseils. C'est évidemment une incarnation dans sa tête. Hein, ça coule de source, c'est pas un personnage qui existe pour de vrai. Hein. En gros, on pourrait considérer Kyotaro à ce genre de moment comme un gros schizophrène qui voit un personnage imaginaire. Ça, c'est comme un ami imaginaire en fait, le frérot. Mais il a de précieux conseils le concernant, et encore plus durant ce discours ô combien important qu'il ne fallait pas louper, qu'il ne fallait pas se foirer, de peur de se ridiculiser devant tout le monde, et évidemment on a assisté à une scène absolument merveilleuse. Yamada, le retrouvant à l'infirmerie, se fait alpaguer par Nanjo, qui a l'intention de lui dire quelque chose. D'habitude sûr de lui, le senpai ne mâche pas ses mots et déclara sa flamme à Yamada. Mais celle-ci, très calmement, répondra défavorablement à ses sentiments, clamant les larmes aux yeux être déjà amoureuse de quelqu'un. Kyo, derrière les rideaux, ayant entendu ces mots, ne pourra pas s'empêcher de comprendre qu'ils lui sont dédiés, avant que le senpai ne parte le cœur léger, sans pour autant avoir dévoilé son secret, qu'il ne pourra plus jouer au foot à cause d'une blessure grave. Maintenant gênés à l'idée de se croiser le regard, les deux loustiques ont du mal à s'adresser la parole. Kyo, voyant que Yamada est invité par les anciens membres du club de basket à un karaoké, les suit sans trop savoir pourquoi. Arrivé là-bas, il finit par se mettre dans la salle d'à côté. Mais en espionnant la porte, il se fait cramer par les élèves plus vieux et est invité à l'intérieur où Yamada l'aperçoit. Mort de honte, il fuit à toutes jambes et retourne dans la pièce d'à côté, rejoint rapidement par Yamada qui comprend vite sa jalousie et sa peur de la voir avec d'autres garçons. À la bibliothèque,
Hara, qui est invité en rencard par Kanzaki, ne veut pas y aller seul et se dit qu'inviter Kyotaro et Yamada serait une bonne idée, sachant que durant le week-end en question, c'est le White Day, où Kyo pourra offrir un cadeau à Yamada. Arrivé plus tôt avec Hara, Kyo et elle font un peu de shopping, où au pire moment, et avec une pointe de malentendu, Yamada et Kanzaki leur tombent dessus. Après une discussion entre Hara et Kanzaki en sortant de ce dernier, commence à parler de Yamada à Kyo. Ce qui va éveiller en lui une énorme jalousie, au point qu'il va sortir une phrase hyper gênante qui va faire devenir la jeune fille rouge tomate. Restant un peu ensemble sous le soleil couchant, Kyo en profite pour lui donner son cadeau du White Day. Un cake comme celui qu'elle avait fait, où à l'intérieur se trouve un beau bracelet argenté qu'il lui mettra au poignet, à tel point qu'il la trouvera magnifique, l'aimant plus que tout, et où leur relation continue de grandir, petit pas par petit pas. En rentrant après les cours, Kyo surprend Adachi à vouloir donner des chocolats à Sekine. Souci, il se trompe de casier, et Kyo tente de rattraper le coup, avant de se faire surprendre par elle et Yamada. Le malentendu lancé, elles sortent, mais la mère d'Adachi force son fils à porter ses balls comme un homme et lui dire les choses en face. Yamada, curieuse de lire la lettre, pensant être écrite par Kyotaro, se retrouve rouge tomate par les mots écrits dedans en réalité par Adachi. C'est enfin la fin de l'année scolaire pour les élèves et Yamada invite Kyotaro à faire une dernière chose avant de partir et de se faire un pari. Ils iront faire un match de basket dans le gymnase avant de partir où Ishikawa perdra et Yamada demandera son gage, celui de pouvoir appeler Kyotaro par son prénom. Le lendemain, c'est le jour de son anniversaire. En fin de journée, Yamada et lui se donnent rendez-vous à la gare après une journée photo pour rentrer ensemble. C'est en chemin pour la maison que derrière eux les surprennent de peur le père de Kyo qui rentrait avec le gâteau pour fêter son anniversaire. Yamada, apprenant la nouvelle que maintenant, est invité pour rester manger et le fêter avec lui avec l'autorisation de ses parents. Discutant avec toute la famille d'Ishikawa en tentant de paraître normal et en ne mangeant pas trop, elle leur décrit ses passe-temps et travail à mi-temps en tant que top modèle et star passant à la télé, ce qui va gêner Kana s'étant habillée de façon ringarde. Dans son euphorie, elle propose même à Yamada de rester dormir chez eux, qui évidemment demandera l'autorisation à ses parents, qui accepteront non sans appréhension en entendant le nom d'Ishikawa, connaissant Kyotaro. Après une scène de bain cliché et inutilement gênante, Kyo se réveille dans la nuit et surprend une Yamada en pleine étude de son texte pour le futur film où elle fera son audition, la soutenant le mieux que possible, avant de s'endormir paisiblement. Le lendemain, se séparant pour éviter sous soupçon, Kyo est invité par Adachi et les autres sous les cerisiers, sachant que Yamada est parti avec sa mère pour le tournage d'un film. La suivant sur les réseaux sociaux, il tombe sur un compte totalement fanatique d'elle à tel point qu'il en prendra peur, le prenant pour un énorme stalker. De son côté, Yamada finira sa journée de tournage dans la bonne humeur, étant entré dans les bonnes grâces de l'acteur principal assez connu. Le soir venu, l'ayant au téléphone, il se sentira un peu plus rassuré. Mais tout basculera le lendemain où, en pleine discussion vidéo avec cette dernière, son téléphone tombera et il lui sera impossible de la voir à nouveau. Pensant qu'il s'agit du stalker qui l'a suivi et attaqué, il foncera pris de panique dans la soirée chez les Yamada et y croisera le père qui rentrait et l'invitera à rentrer. Appelée par sa fille qui va bien, elle lui demandera de se rendre à une adresse bien précise qui se révélera être chez Kyotaro. La rappelant sur le champ, le garçon tombera sur la mère avant de récupérer une Yamada paniquée et à la fois soulagée, s'excusant le plus possible pour cette frayeur, les larmes aux yeux. C'est en raccrochant, soulagés, que les deux vont trouver que c'est le bon moment pour avouer quelque chose. Kyotaro face au père et Yamada face à sa mère avoueront face à eux être amoureux l'un de l'autre, sans pour autant savoir que chacun s'est déclaré. Et ça y est, on a passé un nouveau cap dans cette série. Bon, ils se le sont pas encore avoués l'un face à l'autre, mais je trouve le contraste intéressant, parce que le fait que Kyo se soit retrouvé ce soir-là chez le père chez la famille, où le père est là tout seul, puisque sa femme est avec sa fille, vous aurez capté la scène, t'as capté. C'est pour ça d'ailleurs que Yamada en profitera, même si, et on le comprend aussi à travers la mise en scène, honnêtement, j'ai préféré la double page du manga parce que on les a l'un à côté de l'autre en fait. À gauche de la page, on a Yamada qui avoue à sa mère et à droite, on avait Kyotaro qui avoue au père de Yamada.
Je trouve pour le coup la mise en case du manga meilleure. Maintenant, c'était compliqué de le faire en animé. Ça aurait pu être fait de cette manière-là, de mettre vraiment les deux opposés l'un à côté de l'autre comme une mise en case de manga, histoire de vraiment les faire se déclarer en même temps, au même moment, sur la même image. Mais ça fonctionne tout aussi bien dans l'animé. Mais on le voit aussi au regard, et particulièrement au regard de la mère, qu'elle savait déjà en fait que sa fille était tombée amoureuse et qu'elle approuve cette relation en fait. À quel point une seule, voire maxi, les deux rencontres avec les parents de Yamada, Kyotaro a été accepté dans la famille en fait. Il a été pleinement accepté parce que ils sont persuadés, ils savent que leur fille n'a pas choisi quelqu'un de mauvais. Et ça c'est beau putain. Faudrait qu'il y ait ça plus souvent en fait. Parce que autant il y a des parents qui sont un peu renfermés dans certaines séries, autant il y a des parents aussi un peu extravertis, je pense à Komi, autant là, ils sont ni trop intransigeants, ni trop méchants, ni trop gentils. En fait, ils sont pile au milieu. Les parents de Kyo, en fait, ils sont pareils. Ils sont un peu détachés. Ils sont un peu. Bon, ils soutiennent leur fils, mais sans être trop envahissants. Et j'adore ça. Les parents sont présents sans être trop présents. Sans être trop sur le dos des personnages, tu vois. Mais ils sont quand même là. Ils sont pas genre trop là. Ils sont pas non plus trop absents. Mais ils sont juste là quand il faut, en fait. Et encore une fois, hein, preuve que le manga est écrit avec une cohérence et une légèreté et une bonne synergie. Voilà, c'est ce que j'aime dans The Danger in My Heart. C'est ça. C'est cette synergie entre romance, comédie et tout le reste. Le père de Yamada, sans une émotion au visage, donnera comme une forme d'approbation au garçon son code de jeu, voulant continuer à jouer à nouveau avec lui. Rentré le lendemain, il retomba sur le compte de Stalker qui, en voyant les messages, pense suivre Yamada dans un restaurant de ramen. Ni une ni deux, il fonça là-bas et tomba sur Yamada accompagné par Nico, qu'il avait déjà croisé le jour où il était venu voir Yamada sur sa séance photo. Il comprend assez vite que c'est elle, sous ses airs désintéressés, la propriétaire du compte, mais elle ira en bloc avant de manger sa portion en un temps record et de se séparer de Yamada comme une forme de repli où elle et Kyo rentreront en train sans presque aucun mot, sauf un, qu'il la protégera, quoi qu'il en coûte. C'est la fin des vacances et donc une nouvelle année scolaire et une nouvelle classe. Yamada et Kyo, n'ayant regardé que leur numéro de salle, tombèrent heureux à nouveau ensemble devant malgré tout faire profil bas sur leur relation spéciale en dehors de l'école. Nouvelle classe, nouveaux élèves et nouveaux professeurs, c'est parti pour de nouvelles situations loufoques. En retard, Yamada offra son cadeau d'anniversaire à Kyo, content du geste, à l'abri des regards, avant de devoir se cacher de peur d'être cramé par Andokana et son masque détectant les couples à des kilomètres. Partis, ils se font cramer par ses kinés qui tentaient de les couvrir, mais plus de peur que de mal. Plus de mal que de peur, mais bref. Yamada, rentrant de l'école, sera heureuse de constater que Kyo ne rentre plus seul, mais fait une partie du chemin avec Adachi et ses autres camarades de classe avant de le rejoindre. Après les examens habituels où Yamada fera ami-ami avec Kana et Yorine, les deux nouvelles, elle rejoindra Kyo qui ne se fera pas prier de faire savoir qu'il a encore grandi et ne galère plus à récupérer des livres en hauteur, marquant secrètement au fond de l'armoire leur taille à lui et à Yamada, avant de tomber sans le faire exprès en pleine situation gênante face à Yorine qui passait dans le coin. Après que les changements de place se soient effectués et que Yamada soit tout devant, loin de Kyo, Yorine fera l'étrange choix d'échanger sa place pour laisser la jeune fille aux côtés du garçon, sous-entendant qu'elle soutient à fond leur relation. En fin de journée, ayant laissé ses cahiers, Kyo tombe sur une lettre qu'elle avait écrite pour Yorine et explique plein de choses sur sa relation avec Kyotaro, ce qui touchera profondément le garçon qui va arrêter de l'ignorer et se comporter à nouveau correctement avec elle. C'est bientôt la fête du sport et Kyo est demandé à participer à la bataille de foulard face à la classe d'Adachi, qui compte bien, s'il gagne face à Ishikawa, se déclarer à Yamada. N'étant pas plus chaud que ça au départ suite au fiasco de l'an dernier, il a maintenant plus de motivation et des amis avec qui faire la compétition, donc il accepte le défi avec joie. Allant s'entraîner et courir un peu durant le week-end, il croise Yamada qui va courir avec lui jusqu'à le traîner jusqu'à chez elle et l'inviter à rester. Le lendemain, le festival commence et Kyo est à fond, intercepté par Yamada qui va lui écrire un mot sur le front avant d'y remettre le bandeau. Il ne fait pas très beau ce jour-là.
Mais ça n'empêche pas la fête du sport de battre son plein, et que tout le monde ne se donne à fond. Arrivé à l'épreuve tant attendue, il se met à pleuvoir très fort, mais Adachi ne veut pas que la compétition s'arrête, qui sera suivie par Kyotaro qui voudra également poursuivre et faire l'épreuve. C'est sous cette pluie battante que les deux groupes d'élèves vont s'y mettre à fond. Adachi, étrangement compétiteur face à Kyo, et son envie de dévoiler ses sentiments énerve le jeune homme, qui lui rétorque ne rien connaître de Yamada et de n'avoir qu'un simple petit coup de cœur sans réel attachement. Ce qui n'empêchera pas Adachi de lui arracher son foulard du front et de révéler son nom qui était caché en dessous au feutre. Et avant de tomber au sol, dépité d'avoir perdu pour la première fois. Rejoint par la mère d'Adachi pour s'excuser auprès de Kyotaro, le jeune homme sort de la pièce et est réconforté par Sekine, avant que Kana ne débarque et ne rembarre le jeune collégien. Laissé seul avec Yamada, cette dernière, pour récompenser et réconforter Kyo, lui donne le panier repas qu'elle avait concocté pour l'occasion, avec son énorme omelette et ses onigiri. Allez, cette intervention est un petit peu bonus parce que j'ai adoré cette scène sous la pluie, et aussi à quel point Kyo, se sentant extrêmement proche de sa dulcinée, en vient à être déjà jaloux des autres, primo, chose qu'il n'aurait probablement pas eu et qu'il n'aurait probablement pas ressenti s'il n'était pas tombé amoureux, mais aussi qui protège cette dernière, mais aussi de donner une leçon à Adachi sur la façon dont il doit aimer quelqu'un, mais qu'il doit l'aimer de manière sincère en fait, parce que Adachi, en se voulant déclarer ses sentiments à Yamada, il n'y a rien qui fait vrai. Alors que les sentiments de Kyo, on les connaît. On a suivi son aventure pendant toute une saison entière et une demi-saison ou une trois quarts de saison 2. Donc on connaît ses sentiments. On connaît sa manière d'être. On a vu ses sentiments grandir. Adachi, c'est un perso extérieur. Donc en fait, il prend la situation un peu trop à la légère. C'est ce qui énerve Kyo. Donc on ne peut que se ranger du côté de Kyo, en fait, dans cette situation-là. Adachi, c'est un peu le garçon tâche qui court à travers toutes les filles. Un coup, c'est Yamada. Après, finalement, il a un petit coup de cœur pour Sekine. Puis en fait, on sait pas trop vers quelle direction il va. Et pareil pour Sekine, en fait, on sait pas trop ce qu'elle veut. Bon, je vous le donne dans le mille. On n'a pas la moindre avancée concernant cette relation plus tard dans le manga. Voilà, je vous spoil d'avance, mais n'attendez rien concernant Sekine ou Adachi plus tard dans le manga, parce qu'il se passe rien. En tout cas, pas à ma connaissance. Du peu que j'en ai lu, ou en tout cas, des 9 tomes, ou des 10 tomes que j'ai lus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les seuls qui sont sortis en France, et ça n'a pas avancé. Voilà, c'est pour vous, c'était gratuit. Les beaux jours sont arrivés, et l'école a prévu une sortie scolaire à Kyoto. Ishikawa seul est invité par Yamada avant de botter en touche parce que c'est un garçon, donc il peut pas rejoindre le groupe des filles, c'est logique. Pensant déjà au voyage qu'il n'avait jamais fait à l'école primaire, il est appelé tardivement par Yamada, qui a un regard étrangement petit, comme déçu. Voyant les cahiers de Kyo et comprenant son impatience à l'idée du voyage, le jeune garçon verra cela et lui demandera s'il y a un problème, avant que celle-ci ne rétorque la mine déconfite et surprise. Coupant la caméra, on aperçoit brièvement comme des larmes coulant sur le téléphone avant que la nuit ne passe. Jour de voyage et départ en Shinkansen. Yurine, assise à côté de lui, le mettra en garde que durant le voyage des couples peuvent se former et que Kana est folle de ce genre d'événement et de la confection de flash mobs, que lui et Yamada vont donc devoir faire très attention. Arrivé à Nara, écarté du groupe, Kobayashi fera savoir à Kyotaro que Yamada est étrange, sans en dire plus, et que la journée ne se finisse à l'auberge, où revenant du bain, Kyo croise Yamada sur son téléphone où est marqué un rendez-vous pour une audition. En pleine nuit, à la fenêtre de sa chambre, il voit en bas Yamada en train de réciter un texte du manga de romance qu'il lit lui aussi, comprenant qu'elle s'entraîne pour la fameuse audition, et comprend aussitôt la situation. Elle a décidé de renoncer à cette audition pour venir en voyage avec la classe, et pour que Kyotaro s'amuse le plus possible. Résultat, la jeune fille ne profite en rien et a beaucoup de regrets de savoir si c'était la bonne chose à faire. Voulant lui parler tout de suite, il manque de se faire gauler avant d'être traîné dans le lit de Yamada, dans la chambre des filles, et doit attendre pour lui expliquer les choses. Se sentant à l'étroit et au bord de l'explosion dans le lit d'une fille qui, en plus, est celle qu'il aime, avant de s'arrêter pile poil au moment opportun et de lui dire qu'il a quelque chose à avouer le lendemain matin. C'est heureusement pour lui Kanzaki qui voulait rejoindre la chambre de Hara qui lui permettra de fuir et retourner dans la sienne pour attendre le lendemain matin.
Arrivé au Fushimi Inari Taisha, signe de la formation de couple dans les croyances populaires, les deux arrivent à se mettre à part pour discuter, et que Kyo ne déballe son sac. Yamada doit aller à cette audition, et que ce n'est pas si grave si elle est absente pour le reste du voyage. Il s'amuse suffisamment avec les garçons. Pourtant Yamada en pleurs, s'excusant, il ne peut s'empêcher de dos, en mettant son masque lui aussi au bord des larmes, d'exprimer ses profondes pensées la concernant. Qu'avant de la rencontrer, son monde était morose. Il était renfermé sur lui-même, et c'est grâce à elle qu'il s'est ouvert, qu'il a ouvert son cœur, qu'il s'est fait des amis et a trouvé de la joie de vivre. Que si ce monde est maintenant si beau et coloré, c'est grâce à elle, et qu'il l'aime de toute son âme. Fuyant sur les torii pour rejoindre la gare, ils sont rejoints par Kobayashi qui a prévenu les professeurs, tandis qu'elle provient sa mère de son envie de participer à l'audition, remerciant le garçon pour son soutien, et promet de répondre plus formellement à sa déclaration plus tard. Le voyage se termina sans accroc, et tout le monde rentra content avant que Kyo ne reçoive un message de Yamada lui disant de la rejoindre à l'endroit important pour eux. Arrivés à la gare, ils font ça à tous les endroits possibles où la retrouver, avant qu'il n'en reste plus qu'un, un lieu chargé de souvenirs et d'importance particulière. Arrivé au collège, il ouvrit la porte de la bibliothèque, endroit où il parla avec elle pour la première fois, et la retrouva à la fenêtre sous le soleil couchant. Expliquant que grâce à lui, elle a pu passer cette audition et ne pas avoir de regrets et d'avoir donné son maximum, aussi avec le soutien de ses parents, elle se mit en face du garçon et lui exprima à quel point il est spécial pour elle, et que de la même façon dont elle l'a sauvé d'une vie morose, elle aussi a pu changer grâce à lui, et que leur amour est réciproque, et s'il veut bien sortir avec elle. Finissant main dans les mains au portail, se promettant de se soutenir mutuellement, et d'apprendre à grandir comme un couple, et de s'aimer pour toujours. Je remercie toutes et tous à ceux et à celles qui seront restés jusqu'à la fin de cette vidéo et qui auront regardé l'intégrale. Ça a été une grande émotion d'écrire ce résumé de The Danger in My Heart. Comme je le disais en début d'intro, c'est une série qui m'a particulièrement touché par les messages qu'elle transmet envers les personnages, la manière dont ils se rapprochent, la manière dont ils se soutiennent mutuellement. Et lisant le manga, en fait, je sais ce qui se passe aussi après. Même si le manga a eu son petit lot de drama, parce que l'auteur, Noriko Sakurai, en tout cas Sakurai, Norito Sakurai, attendez, Norio Sakurai, a fait quelques petites dingueries sur certains chapitres. Bon, honnêtement, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Voilà, c'est malheureux, c'est des Japonais. Il leur arrive de temps en temps qu'ils vrillent comme ça. Il y a 2-3 chapitres qui sont très sincèrement oubliables. Mais là, on n'est pas là pour parler du manga ni du drama qui a eu lieu il y a maintenant quelques mois. Concernant un chapitre ou quelques chapitres bien spécifiques, bien ciblés. Mais en tout cas, c'est une œuvre que j'aime particulièrement pour ses personnages, pour son univers. Bon, spoiler, ils sont au collège, quoi, c'est des collégiens, donc rien de spectaculaire non plus, il n'y a rien de fantaisiste ou quoi que ce soit. On est vraiment sur la connaissance de soi, d'apprendre à apprécier l'autre, et aussi une certaine ouverture d'esprit qu'il y a dans cette œuvre qui me l'a fait apprécier plus que les autres romances. Voilà, c'est... Il y a des romances qui abordent les mêmes thèmes que pourrait adopter et que pourrait traiter ce The Danger in My Heart, mais pour être tout à fait sincère, bah c'est celle que j'ai appréciée le plus et qui, je trouve, traite ces sujets le mieux, en fait. Et c'est pour ça que j'ai accroché à cette romance, et particulièrement celle-ci plus qu'une autre, en fait. Donc voilà. En tout cas, si jamais un jour j'ai des informations sur le film, parce qu'il a été annoncé quoi l'année dernière, je crois, au mois de septembre, donc ça fait pas un an qu'il a été annoncé. Et j'aurais peut-être dû le dire aussi en introduction, voilà, parce que c'est quelque chose quand même de relativement important. C'est ce qui m'a poussé à faire ce résumé. Putain, pourquoi je l'ai pas fait en intro? Ça, je me demande bien. J'ai peut-être été un peu trop rapide dans mon introduction. La série est revenue en VF. Ça, c'était quelque chose qu'on attendait
depuis très longtemps qu'ADN fasse une VF. C'était une demande qu'on faisait depuis des semaines, des mois, depuis que la série était sortie. Ça a été un gros succès, autant japonais qu'européen, The Danger in My Heart. Donc on demandait un doublage français, et ADN l'a fait. La VF est sortie, la première saison est d'ores et déjà disponible, et ce depuis le mois de juin. Et cette seconde saison, parce qu'il y a 2 saisons, on rappelle, hein, bien sûr, si jamais vous avez vu toute la vidéo en entier, j'espère en tout cas, que vous n'avez pas sauté des bouts. La saison 2 arrive au mois de août, donc le mois prochain. Donc si vous n'avez pas encore vu la VF de la saison 1, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dès maintenant ou bien attendre le mois prochain pour tout vous binge-watcher d'un seul coup avec saison 1 et saison 2 en VF. Vous n'avez plus d'excuses si jamais elle était que en VO et que vous ne vouliez pas vous lancer là-dedans parce que la VO c'est pas trop votre truc et les sous-titres c'est pas trop votre truc. Vous n'avez plus d'excuses. La VF des 2 saisons arrive bientôt. Donc foncez. N'hésitez pas, vous allez absolument pas le regretter. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un prochain résumé. Ciao tout le monde. Bye.